Merci. Alors bon, effectivement, ma formation originelle, ma formation était très naturaliste et en sciences de la Terre, et c'est des vieilles amours avec Paris 7. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, elle est plus contrainte par la physique et la chimie, mais juste en message préliminaire, enfin, et pour éviter toute frustration. Du coup, nos recherches, elles sont plus mues par, disons, la volonté de comprendre l'importance des processus dans l'environnement. Et au départ, le moteur n'est pas trop sur les applications médicales ou autres. Mais j'essaierai de faire quand même des raccords. Et donc, ça a des liens. Et donc, il y a un certain nombre de personnes qui sont impliquées dans les projets récents dont je vais vous parler. Une bioinformaticienne, Elodie Duprat, une biochimiste, Ferial Skoury, des médecins, dont Marine Livrosé, qui est en thèse, et Emmanuel Le Tavernier, Michel Dodon, Sophie Villemont, et d'autres thèses en cours, finies, Julie Cosmidis et Sarah Rivas. Voilà. Donc, notre approche au départ sur cette formation de phosphate de calcium par les bactéries, c'est de constater que le phosphore est un élément très important pour le vivant, quantitativement, puisque sur certains organismes, en tout cas en moyenne, le phosphore peut représenter de l'ordre de 2% en masse de ces organismes. Donc quantitativement important. Et pourtant, dans un certain nombre d'environnements, c'est une ressource rare et très diluée. Si on considère ces concentrations en phosphore dans l'océan, alors elles sont variables selon les endroits à la surface de la Terre, mais vous voyez, l'organisme dispose à une solution autour de lui qui est entre 10-8 et 10-7 mol par litre. Et du coup, au cours de l'évolution, il y a eu un certain nombre de mécanismes qui ont été sélectionnés et qui permettent à ces organismes de concentrer activement le phosphore pour ensuite construire et synthétiser l'ensemble des molécules, phospholipides, acides nucléiques ou ATP. Alors, voici une vision très naïve, très simple du géochimiste, d'essayer de commencer un peu cette histoire. Bon, j'ai finalement un micro-organisme. Il va donc prendre dans le milieu extérieur du phosphore et il va le concentrer. Donc, on va avoir du phosphore dilué qu'il va concentrer. Il y a une première compétition entre ce micro-organisme et les éventuelles particules minérales qui sont dans son environnement, qui sont autour de lui et qui vont elles aussi avoir une affinité plus ou moins grande avec le phosphate dans le milieu. Par exemple, les hydroxydes de fer, qui sont abondants dans les sols ou dans un certain nombre de lacs, vont avoir une forte affinité avec les phosphates et vont venir fixer ce phosphate. Donc une première compétition. Ces organismes vont mourir, mais ceux qui restent vivants recyclent ce phosphore. Donc on va avoir ce cycle. Et il y a une partie du phosphore qui, de temps en temps, peut potentiellement échapper à ce cycle ici. Et si on a du phosphate libéré et qu'il y a des conditions favorables, on peut avoir précipitation d'un certain nombre de phosphates inorganiques, de minéraux, de phases minérales phosphatés, alors que ce soit avec le calcium ou de nombreux métaux, chrome, fer, l'uranium. Et vous voyez que là, il va y avoir une sorte de puits du phosphore qui va donc échapper à ces organismes. Alors, pour les applications potentielles, vous voyez l'intérêt, c'est que vous pouvez immobiliser aussi un certain nombre de métaux et d'éléments éventuellement polluants, peut-être en exacerbant un peu cette fuite. Donc ce qui nous a intéressé, c'est vraiment cette chose-là, qu'est-ce qui se passe, dans quelles conditions on commence à précipiter ces phosphates. Alors, voici un exemple, la déformation du géologue, mais voici un exemple de puits à grande échelle de ce phosphore qui échappe à la biomasse. Ce sont ces énormes gisements de sédimentaires de phosphate qui sont la plupart marins et qu'on appelle les phosphorites, qui sont formés à certaines époques dans l'histoire de la Terre. Et alors, quand on observe certains de ces gisements, parfois, voilà à quoi ça ressemble en microscopie électronique à balayage. Vous voyez une accumulation de sphères ici qu'on voit en coupe et qui sont micrométriques et qui ont été depuis de nombreuses années interprétés par les géologues comme des micro-organismes fossilisés par des phosphates de calcium. Donc, ce qui a été proposé, c'est que le vivant, les micro-organismes notamment, peuvent avoir un rôle important dans la mobilisation et la précipitation de ces phosphates et donc ce fameux puits, cette fameuse fuite de phosphore vers le minéral. Alors,
Donc on peut changer d'environnement au lieu d'être dans l'océan, aller dans un rein, et dans certains cas, on peut avoir formation de calcul. Alors, pas ceux-là en particulier, mais on a un certain nombre de calculs qui sont composés de phosphate de calcium. Et vous avez ici des observations en microscopie électronique et balayage sur ces phosphates. Et avec ces empreintes ici, qui sont elles aussi micrométriques sous forme de bâtonnets, et qui sont interprétées comme des micro-organismes, cette fois-ci, qui se font encrouter par ces phosphates de calcium dans le rein. Donc vous voyez, changement d'environnement, mais finalement c'est la même histoire. On a donc des micro-organismes qui ont cette faculté éventuellement à concentrer le phosphore. Et si on a une fuite vers la précipitation minérale, la question est de savoir comment ça se produit. Alors, donc nos questions, c'est comment effectivement des micro-organismes, des bactéries notamment, peuvent induire la biominéralisation des phosphates de calcium, et quels sont les paramètres clés dans ces processus. Est-ce qu'il y a finalement certaines souches, certaines espèces qui sont plus efficaces que d'autres dans la précipitation des phosphates de calcium? Et vous voyez que sur l'aspect médical, on va pouvoir s'interroger sur la possibilité qu'il y ait des souches qui vont induire plus la formation de calculs, par exemple. Et donc, pour apporter quelques éléments de réponse, ou en tout cas vous donner des pistes à comment essayer d'apporter des éléments de réponse à ces questions, et bien, je vais vous montrer en trois étapes. Une première, ça va être une étude au laboratoire de souches de bactéries qu'on cultive et avec lesquelles on induit la précipitation de phosphate de calcium en essayant de comprendre comment elles le font. Et puis ensuite, on va aller dans la nature, enfin dans un lac, voir un peu comment ça peut se produire. Et enfin, on retournera vers le rein. Alors, un des moteurs, a priori, un des processus qui peut être impliqué dans la formation de phosphate de calcium, de phase minérale de phosphate de calcium, eh bien, c'est ce processus, l'hydrolyse de phosphore organique, par des enzymes que l'on appelle phosphatases. Alors, il existe un certain nombre de familles d'enzymes de phosphatase, j'en reparlerai par la suite. Et très simplement, c'est comment on pourrait imaginer les choses. Vos micro-organismes concentrent le phosphore, les intègrent dans les molécules, que ce soit phospholipides, acides nucléiques, etc. Et puis, à leur mort ou avant leur mort, on peut avoir catalyse de l'hydrolyse de cette liaison ici, formation de ces orthophosphates. Si dans l'environnement on a du calcium, ça va induire et si on a assez de calcium et de phosphate, on va avoir précipitation de phosphate de calcium. Le problème, a priori, donc très simple à comprendre. Le problème, c'est que généralement, en fait, concrètement, premièrement, ce calcium et ces phosphates sont éventuellement séparés. On sait que dans les cellules, les cellules ont tendance à réguler la concentration intracellulaire en calcium à des valeurs très basses. Donc on n'a pas de calcium dans les cellules. Et éventuellement, ces phosphatases sont à l'intérieur des cellules. Donc vous avez le phosphate à l'intérieur des cellules. Donc concrètement, comment ça se passe? Comment ça se rencontre, le calcium et le phosphate? Ça reste à déterminer. Donc, pour ça, on a pris une souche modèle, Escherichia coli, et on a donc une souche sauvage, alors qui exprime en fait, qui synthétise une phosphatase qui se localise donc dans la paroi entre donc c'est une bactérie gram négative. Et donc, il y a deux membranes, et donc la phosphatase est concentrée entre ces deux membranes. Et puis, on l'a modifié, on a inséré un gène qui est surproduit par ces mutants, surexprimé, et donc on va avoir un mutant qui va produire une grande quantité de cette même phosphatase donc dans cette paroi, et un autre mutant qui va surexprimer et produire une grande quantité de phosphatase à l'intérieur, dans le cytoplasme des cellules. Et enfin, on a aussi mélangé cette souche-là avec des phosphatases purifiées, mais qui sont du coup extracellulaires. Et le but du jeu, c'était un peu de comprendre quelle est la différence entre des organismes où la phosphatase est à l'extérieur des cellules, dans la cellule, dans la paroi. Alors, pour nos expériences, on se place dans un milieu tamponné avec un tampon pH d'épaisse, on met 10 millimoles de calcium et 10 millimoles de glycérophosphate, donc notre source de phosphore organique. Et voilà ce qu'on observe. Après 24 heures
d'incubation en microscopie électronique à balayage avec les analyses EDX associées. Au bout de 24 heures, la souche sauvage ne montre pas de calcification. On voit ici des corps qui semblent un peu denses aux électrons, mais il n'y a pas de phosphate de calcium associé. Alors que une des souches mutantes qui surexprime la phosphatase, elle est complètement encroûtée. Là, les amas que vous voyez, c'est en fait des cellules qui sont complètement encroûtées par le phosphate de calcium et qu'on analyse ici. Donc, plus de phosphatase induit l'encroûtement, et vous avez ici des vues en microscopie électronique à balayage donc de cette souche qui produit la phosphatase surexprime la phosphatase intracellulairement, et ça c'est un mélange des cellules sauvages, de la souche sauvage avec des phosphatases extracellulaires. On voit que donc là, on est en coupe, on voit une cellule, on voit ici la précipitation intracellulaire du phosphate de calcium, on la voit aussi dans une couronne qui est en fait la paroi entre les deux membranes, alors que quand la phosphatase est à l'extérieur des cellules, la précipitation est à l'extérieur des cellules. Donc, on voit ces différents patterns selon la localisation de la phosphatase et on voit l'encroûtement de la phosphatase. Alors, ce qui nous a intéressé, c'était surtout de comprendre quels sont les paramètres qui contrôlent cette formation des phosphates, et donc on a suivi dans les solutions la concentration en calcium dissous au cours du temps, la concentration en orthophosphate, et puis et le pH. Alors, donc avec différentes souches, en bleu un mutant qui surexprime la phosphatase, en rouge la souche sauvage. Ce que vous voyez, c'est que chez le mutant, on voit une diminution du calcium, donc c'est lié à la précipitation de phosphate de calcium. Au niveau des phosphates, vous voyez d'abord une augmentation, c'est la phosphatase qui fonctionne et qui hydrolyse le phosphate inorganique en orthophosphate. Il y a un plateau parce qu'il commence à y avoir précipitation du phosphore dans l'hydroxyapatite formée. Le pH diminue parce que vous formez effectivement, vous précipitez le phosphate de calcium. On peut donc calculer ici les indices de saturation du milieu, et on voit effectivement que dans la souche mutante, on atteint des sursaturations bien plus élevées qu'avec la souche sauvage, ce qui nous explique qu'on a ce qui nous explique qu'il y a précipitation dans ce cas-là. Alors, on peut essayer de modéliser avec les mains un peu ce qui se passe, un peu la cinétique, notamment l'évolution de la concentration en phosphate du milieu. Et donc voilà, si on fait ça très grossièrement, donc l'évolution de la concentration en phosphate, d'orthophosphate du milieu, c'est en gros, d'une part, la production de ces orthophosphates par l'hydrolyse du phosphore organique, moins le phosphore qui descend, qui tombe avec les précipités. Le phosphore précipité, lui, on l'obtient grâce au calcium précipité, au calcium qui disparaît, et on met ce facteur 3/5 qui correspond en gros à la stoichiométrie d'une hydroxyapatite, c'est la phase minérale qu'on observe. Et vous voyez que du coup, on peut en déduire la cinétique un peu de cette hydrolyse du glycérophosphate. Cette hydrolyse du glycérophosphate, elle est liée à l'activité enzymatique de ces phosphatases. Et en fait, ce qu'on a pu montrer, c'est que quand on regarde ça un peu plus précisément, cette hydrolyse du glycérophosphate, elle suit effectivement une cinétique Michaelis-Menten avec des paramètres enzymatiques qui correspondent bien à ceux de la phosphatase qu'on a introduit, qui est exprimé par ces cellules. Bon, ça semble trivial, mais ce que ça veut dire, c'est que toutes les phosphatases produites par ces bactéries fonctionnent, et fonctionnent normalement. Alors que, premièrement, vous avez vu, il y a un encroûtement des cellules par les phosphates de calcium. On pourrait s'attendre à ce que ça les tue et ça empêche, ça stoppe le fonctionnement de ces phosphatases. Ce n'est pas le cas. On n'est pas non plus limité par la diffusion liée aux membranes cellulaires. Donc, première réponse à une des questions posées, finalement, si vous avez la quantité d'enzymes produites par ces cellules et l'activité spécifique de chacune de ces enzymes, vous avez une réponse à comment vous allez influencer et induire l'activité, les taux de précipitation de phosphate de calcium, quelle que soit finalement la localisation des phosphatases. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin, on s'est réintéressé à une souche, Ramlibacter tatawinensis, sur laquelle j'avais travaillé pendant ma thèse, et j'avais observé à l'époque qu'elle induisait la précipitation de phosphate de calcium. Bon, elle a été isolée à partir
d'un sable en Tunisie. Et on a refait un peu d'expérience avec, dans différentes conditions, en mettant du calcium, en mettant du sodium, etc. Première chose qu'on a pu constater, c'est qu'elle a une activité phosphatasique. Hein. Donc si on lui donne un substrat de type glycérophosphate, elle est capable de l'hydrolyser. Et cette hydrolyse du glycérophosphate est plus élevée en présence de calcium qu'en l'absence de calcium, suggérant donc un rôle du calcium dans l'activité enzymatique. Alors ce qui est intéressant surtout avec cette souche, c'est qu'on dispose de son génome et on voulait voir à quel point, avec les connaissances des génomes, on peut prédire un peu ce qui peut se passer sur cette activité de biominéralisation. Pourquoi ? Parce qu'on a de plus en plus de génomes qui viennent de l'environnement. On est capable aujourd'hui de séquencer tout l'ADN présent dans un environnement donné. Il y a de l'information là-dedans, puisqu'on a le potentiel génétique des écosystèmes d'un environnement donné. Et la question, c'est de savoir comment on peut traduire cette information génétique en termes de potentialité à former des phosphates de calcium. Alors, comme je vous le disais, il y a toute une diversité en fait, de phosphatases qui sont nommées. C'est donc FOA, FOD, FOX, ça c'est des phosphatases alcalines avec différents structures, différents cofacteurs métalliques. Certaines utilisent le calcium, d'autres c'est plutôt le fer, d'autres c'est le zinc, etc. Et vous voyez que ça a des implications par rapport aux environnements. Si vous êtes dans un océan et que vous avez des concentrations très faibles en zinc, ces phosphatases qui utilisent le zinc comme cofacteur vont avoir une efficacité assez limitée. Ce qu'on peut faire en tout cas, c'est qu'on a des grands nombres de séquences qui sont répertoriées. On peut, avec des outils informatiques, aller rechercher les séquences proches de ces quelques enzymes connues, trier là-dedans et sortir donc toute une série de séquences de phosphatases qui sont associées à certains organismes. Ce qu'on voit en général, c'est que là, vous avez une famille, c'est parmi une famille de bactéries, vous avez plusieurs centaines de bactéries dont le génome a été séquencé. Et ce qu'on voit, c'est que chez la plupart d'entre elles, finalement, on sort par cette approche aucun gène de phosphatase alcaline. Elles en contiennent 0 ou éventuellement elles en contiennent une. Elles contiennent un gène codant pour une phosphatase alcaline. Et la plupart, alors ici, c'est le nombre de familles de phosphatases alcalines différentes au sein d'une même espèce. La plupart, bien sûr, il y en a toujours 0. Et quand elles contiennent un gène, forcément, c'est une seule famille. Et au maximum, elles en contiennent 3 familles différentes. Cette souche qui nous a intéressés, Ramlibacter tetawinensis, elle contient 5 gènes de phosphatase et appartenant à 2 familles différentes. Donc vous voyez qu'elle est assez particulière. Ce qu'on peut prédire avec ces informations génétiques, c'est que cette phosphatase FOD, par exemple, vraisemblablement est extracellulaire, alors que parmi les 4 phosphatases FOX, on en a une qui est dans le cytoplasme et 3 en dehors du cytoplasme. C'est-à-dire on n'est pas capable de savoir si c'est dans la paroi ou vraiment à l'extérieur des cellules. On peut prédire par homologie aussi que les cofacteurs sont vraisemblablement le calcium et le fer. Vous voyez que l'observation expérimentale qu'on avait sur l'importance du calcium dans l'activité phosphatasique se retrouve avec ces prédictions génétiques. Et enfin, on peut aussi commencer à prédire, toujours par homologie, la structure de ces enzymes et commencer à calculer aussi le potentiel électrostatique de surface avec notamment la prédiction, vous voyez ici, d'un site qui est chargé très négativement et qui est le site catalytique, et commencer à voir son accessibilité par rapport à son volume, et qui va du coup contrôler le type de phosphore organique que cette enzyme est capable d'hydrolyser. Donc vous voyez, finalement, ces approches génomiques sont assez puissantes en termes de prédiction de la spécificité du substrat. Si vous lui donnez du glycérophosphate, est-ce que cette enzyme va être capable de l'hydrolyser ou pas, les cofacteurs, la localisation cellulaire. Alors, pour revenir au milieu naturel, finalement, une des grandes questions, c'était de savoir éventuellement, est-ce qu'il y a dans l'environnement des souches qui induisent plus la précipitation de phosphate de calcium ou de phosphate que d'autres. Alors, je n'ai pas de réponse à cette question encore, mais je vous montre un peu le genre d'approche qu'on est en train de mener. Donc, on va travailler dans ce lac, le lac Pavin, dans l'Asie centrale, enfin,
très joli lac, mais qui présente aussi un intérêt. Alors il est profond, il y a 90 mètres de profondeur au plus profond, et on a donc ici, vous voyez, on prélève des échantillons à différentes profondeurs, et on a mesuré la concentration. On a récupéré les particules plus grosses que 200 nanomètres, qui font plus que 200 nanomètres, et on a dosé ici le phosphore dans cette fraction particulière. On voit qu'il y a des variations en fonction de la profondeur, avec ici une première augmentation du phosphore particulière, et puis ici une forte augmentation. Et on a voulu savoir où ce phosphore se trouvait par rapport à ces particules. Donc en fait, on récupère les particules sur un filtre, et ce filtre, on l'amène dans un premier temps au synchrotron, à Soleil ici, et on fait de la microfluorescence X, et on regarde, on peut cartographier, vous voyez le phosphore en rouge, le soufre en bleu, le silicium en vert. Alors le silicium, en fait, c'est les frustules de diatomée, dont on a entendu parler ce matin. Et puis, ce qui nous a intéressé, c'est d'aller voir chaque spot rouge, à quoi il ressemblait. Donc on peut regarder exactement la même zone ici en microscopie électronique à balayage. Vous retrouvez cette étoile, elle est ici, celle-ci, elle est ici, enfin, etc. Donc on peut vraiment corréler un peu ces deux images. Et là, la microfluorescence X nous offre un seuil de détection très très bas, ce qui est très intéressant, que n'a pas le microscope électronique à balayage. Par contre, la microscopie électronique à balayage, elle, nous offre une résolution spatiale bien meilleure. Ici, on a des spots de 3 micromètres. Ici, on descend au nanomètre. Donc, voilà. Donc à quoi ça ressemble ? Eh bien, donc les accumulations de phosphore, c'est un certain nombre de cellules comme ça, de différentes morphologies, qui ont ces points blancs ici que vous voyez, et qui sont des accumulations riches en phosphore et qui sont des polyphosphates. On peut les identifier par d'autres techniques. On a, quand on descend dans la colonne d'eau, vous vous rappelez ce grand pic qui est en fait autour de 60 mètres de profondeur, à un endroit où il n'y a plus d'oxygène dans la colonne d'eau. On a cette fois-ci des phosphates de fer qui, vous voyez, ont ce genre de texture, c'est des boules ou des bâtonnets micrométriques, et qui correspondent en fait à la précipitation de phosphate autour de cellules microbiennes. Et puis, surprise, alors si là on va encore plus loin en résolution spatiale, on utilise la microscopie électronique en transmission, à une profondeur précise, à 52 mètres, on a beaucoup de spots très riches en phosphore, et voilà à quoi ressemblent ces spots avec une plus forte résolution spatiale. Des cellules cocoïdes comme ça, avec ces inclusions ici qui sont ces inclusions de polyphosphate et qui des fois envahissent la cellule entièrement. Et puis ces petites particules ici très, très denses aux électrons qui sont composées de fer et qui sont en fait des magnétites, des cristaux de magnétite intracellulaire formés par ces bactéries. Et là, ça devient intéressant parce qu'on sait qui sont ces bactéries. Ce sont des bactéries magnétotactiques. Il y a un certain nombre d'espèces qui sont capables de le faire, mais pas toutes. Donc des bactéries et qui accumulent vraiment des quantités énormes de phosphore sous forme de polyphosphate. La question maintenant, c'est de savoir, une fois que ces bactéries meurent, qu'elles sédimentent, eh bien, est-ce que ça va pouvoir induire la précipitation de phosphate de fer notamment. Je finirai avec ceci. Je reviens à un autre environnement qui est le Rhin. Voilà, c'est la thèse en cours de Marine Livrosé. En fait, on a pu récupérer un certain nombre de souches associées donc à ces calculs, à des calculs de patients. Et une par une, ces souches, alors ces souches sont identifiées, enfin sont typées, donc on sait quelles sont les espèces. On a des Escherichia coli, on a des streptocoques, on a des Klebsiella, donc différentes espèces de bactéries. Et au sein même d'une espèce, vous avez K1, K2, K3, on a différentes souches. Donc, et là, ce qu'on a testé, c'est dans notre milieu de calcification, calcium plus glycérophosphate, leur potentiel à induire la précipitation de phosphate de calcium. Et voilà le genre de courbe qu'on obtient. Bon, il y a différentes couleurs, ne retenez pas les symboles qui vont avec, mais ce que vous voyez, c'est que ça, c'est la concentration en calcium dissous. Et vous voyez qu'il y a certaines souches où le calcium ne bouge pas, on n'induit pas la précipitation de phosphate de calcium. D'autres, ça descend très vite. On est dans le même milieu. Donc vous voyez que déjà, on a un potentiel de ces différentes souches qui est différent pour induire la précipitation de phosphate de calcium. Alors, voici en microscopie électronique en transmission à quoi ça ressemble. On voit l'encroûtement des souches, alors une Klebsiella et un coli qui s'encroutent très fortement, avec des textures assez différentes. On peut faire du cryomètre et regarder où sont les précipités de phosphate de calcium. Est-ce que ça émerge plutôt, là vous avez les deux membranes des cellules, et est-ce que de voir où s'initie cette précipitation en fonction des souches. Mais vous voyez qu'on se retrouve donc dans ce problème-là, c'est
Comment on peut comprendre qu'on n'est plus à l'échelle de l'espèce? Ce que vous voyez, c'est que finalement, même au sein on a une même espèce, mais différentes souches, elles n'ont pas le même potentiel à induire la précipitation de phosphate de calcium. La question est, est-ce que c'est lié à leur taux d'expression des phosphatases? Ça peut être suggéré par les expériences qu'on a mises en route. Le problème, c'est que nos expériences, pour l'instant, on les a testées dans un milieu qui était, je vous rappelle, de l'épaisse, avec du calcium et du glycérophosphate, et qui n'est pas, franchement la même composition que l'urine. Donc maintenant, il faut voir si dans l'urine, qui est très riche en orthophosphate, est-ce qu'on continue à garder cette activité phosphatasique. Et bien entendu, une des approches donc, pour essayer d'un peu de mieux screener un peu cette grande diversité biologique et notamment sur leur capacité à induire la précipitation de phosphate de calcium, mais il sera intéressant d'aller voir si les prédictions génomiques peuvent nous donner des informations. Donc en conclusion, vous voyez que les bactéries peuvent vraiment contrôler et puis avoir un impact assez fort sur le cycle géochimique du phosphore, d'une part en induisant la biominéralisation de phosphate de calcium ou de fer. Et donc, vous voyez, c'est ce puits, cette fuite du phosphore vers un réservoir qui serait minéral inorganique, mais aussi en accumulant le phosphore, notamment sous forme de polyphosphate, et pas seulement de molécules organiques phosphatées. On peut avoir une induction de cette biominéralisation des phosphates par l'activité d'enzymes qu'on appelle les phosphatases. Et vraiment, on est devant ce problème qui est celui de la diversité du vivant, et de la diversité biologique et moléculaire, et ça compte. Il y a différents types de phosphatases, et dans différentes espèces, et même au sein d'une espèce, on a toute une diversité, et là, il va falloir vraiment qu'on comprenne comment, enfin, qu'on trouve une piste pour essayer de se départir un peu de ce problème de la diversité. Bien sûr, c'est difficile d'imaginer qu'on va cultiver des milliers et des milliers d'espèces au laboratoire pour comprendre chacune d'entre elles. On avait ce matin l'importance de regarder la nature. Il y a plein d'autres cycles géochimiques qui, je pense, peuvent être contrôlés dans un certain nombre d'environnements par les bactéries, et on reste on est à chaque fois surpris de trouver des nouvelles choses. On a récemment vu ces micro-organismes ici. Alors vous voyez, c'est de la microscopie électronique à balayage, vous avez ces cellules, ces deux cellules en fait cocoïdes, on en voit un certain nombre qui sont en train de se diviser, et ici elles forment un collier, un anneau qui fait 1 micromètre. Et ce collier est formé de nanoparticules qui font une centaine de nanomètres et qui sont des silicates de magnésium, de fer et de manganèse dans un lac. Voilà. Aucune idée de comment ça marche. Et ici, on parlait de ces cyanobactéries qui forment ces carbonates amorphes intracellulaires avec du strontium et du barium, alors qu'il y en a très peu dans la solution extracellulaire, et du calcium. Là encore, on essaye de comprendre quels sont les mécanismes impliqués, mais on n'en a aucune idée. Donc, la diversité des bactéries, le terme bactérie finalement recouvre énormément de potentialités géochimiques, enfin métaboliques et du coup géochimiques, et certainement des inspirations pour un certain nombre de matériaux. Voilà, je vous remercie pour votre attention.